Bienvenue, c'est le LabDoc de fin d'année. On a eu une année bien chargée. Merci beaucoup Anne-Gabrielle d'avoir pensé à inclure dans les échanges du LabDoc cette collaboration que tu avais déjà par ailleurs avec ma collègue Danielle. On va manger maintenant les chocolats parce que après les sujets sont trop sérieux pour manger les chocolats. Mangez-les maintenant. Et puis, voilà, on a travaillé, pour ceux qui ne sont pas membres du LabDoc, on a travaillé un tout petit peu sur nos affaires courantes avant de vous recevoir. Donc, nous commençons avec un petit peu de retard, mais nous sommes très contents d'avoir des auditeurs libres. Si vous voulez suivre les activités du LabDoc, on a un site web qu'on tient un jour, on a des pages Facebook, donc vous pouvez facilement vous documenter. Puis, si vous considérez que travailler périodiquement ou toujours avec nous, c'est intéressant pour vos propres ressorts, ben, soyez les bienvenus. On se rencontre environ une fois par mois, parfois un peu plus. Puis on a des programmations qui durent par session. C'est-à-dire la session d'automne, la session d'hiver. C'est la géométrie n'est pas variable, mais elle est hétérogène. Donc il y a des étudiants de maîtrise, il y a des étudiants de doctorat, il y a des postdocs, il y a des professeurs et il y a des professionnels de l'audiovisuel. Et on travaille à la fois sur des éléments de recherche, un peu de fond, on discute sur des questions de documentation du réel, mais on a aussi des travaux plus orientés de manière pragmatique qui suivent des projets ponctuels que des collaborateurs nous proposent et pour lesquels le LabDoc s'investit. On entend par document et documentaire des notions très larges qui peuvent aller de la notion de documentation dans les pratiques artistiques. On va se concentrer sur ça, par exemple, la prochaine séance, à la question de l'ethnographie, encore une fois pour la prochaine session, ou aux gestes assez classiques maintenant du cinéma expérimental, comme le found footage, qui travaille sur les documents d'archives, tout comme aussi sur des gestes documentaires, disons, plus classiques, avec une sorte de proposition lentement mais sûrement de canon de cinéma documentaire, entre autres québécois, en travaillant sur des figures en particulier. Donc vraiment, c'est assez éclectique du moment où on travaille sur des documents dans beaucoup de pratiques, qu'ils soient plus d'ordre, disons, dans les registres de l'information, qu'ils soient plus dans les registres de la création. Puis nous, on considère que du moment où on travaille avec des éléments du réel, il y a quand même un lien à faire et que ce n'est pas très porteur de distinguer les activités journalistiques des activités cinématographiques du moment où le focus c'est le traitement de la réalité. C'est pour ça qu'on a, avec ma collègue Diane Poitras, mis sur pied ce laboratoire pour permettre ces croisements. Voilà l'introduction pour les gens qui ne sont pas fréquentateurs habituels. Et je laisse Anne-Gabrielle présenter Daniel. Et merci beaucoup à tous les deux. Bonjour, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne-Gabrielle Lebrun-Arpin, puis je suis étudiante à la maîtrise en recherche-création en médias expérimentales, membre du LabDoc et également monteuse documentaire. Donc le printemps dernier, j'ai une amie monteuse qui m'a contactée pour un projet qu'elle trouvait super intéressant, mais qu'elle n'avait pas le temps de monter. Donc, après ça, j'ai discuté avec Daniel donc, de ce projet-là. On s'est rencontrés à l'Université Laval, puis on a parlé de son matériel. On a regardé ensemble la documentation aussi qu'elle avait préparée. Puis en sortant de là, pour moi, c'était vraiment une très, très belle rencontre. J'avais rencontré quelqu'un qui avait une approche qui était... je suis vraiment sensible, en fait, à un sujet d'actualité aussi sensible, qui était vraiment passionné aussi par ce sujet-là. Donc, j'ai tenu à provoquer cette rencontre-là entre Daniel et le LabDoc. Parce que j'ai senti aussi, quand je l'ai proposé, que c'était quelque chose qui enthousiasmait beaucoup les membres. Donc, j'avais bien hâte à cette rencontre-là. Puis je crois aussi qu'il y a une réflexion assez pertinente sur le rôle que peut jouer le documentaire dans la diffusion de la documentation.
qui pourrait émaner de cette discussion-là aujourd'hui, voire peut-être une collaboration entre le LabDoc et la chaire de recherche que dirige Daniel. Donc, j'ai une petite présentation formelle de Daniel pour la forme. Daniel Bélanger a complété sa formation en démographie et en sociologie à l'Université d'Ottawa, de Paris 5, de Paris 10 et à l'Université de Montréal. Elle a été professeure au département de sociologie de l'Université Western Ontario à London, en Ontario, de 1997 à 2013, où elle a été directrice du programme gradué sur l'immigration et les relations ethniques. Elle y a également dirigé de 2004 à 2012 la chaire de recherche du Canada sur la population, le genre et le développement. Donc, depuis 2013, elle est professeure titulaire au département de géographie de l'Université Laval et elle y dirige la chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires mondiales. Donc, pour commencer, si tu pouvais peut-être te présenter un peu plus en détail, mais présenter ton parcours et tes intérêts de recherche, mais aussi ton attrait personnel, peut-être pour le cinéma documentaire. Bon, merci Anne-Gabrielle de m'avoir invitée. C'est avec beaucoup d'humilité que j'ai accepté parce que je ne suis pas du tout en cinéma ou en art visuel. Je suis vraiment une chercheure en sciences sociales, on va dire standard. Donc, j'ai plutôt agi dans les cercles scientifiques réguliers, on va dire classiques des sciences sociales. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai eu ces chaires de recherche, là, une junior, une senior chaire de recherche du Canada, qui sont vraiment, qui misent vraiment sur, en tout cas dans les sciences sociales, le travail académique mesuré par la publication scientifique, les subventions, etc. Donc, je suis un peu timide aussi quand on vous montre certaines des images que j'ai faites parce que je suis vraiment amateur en la matière. Mais disons que pour moi aussi, la rencontre avec Anne-Gabrielle a été très, très importante parce qu'elle a valorisé mon projet. Elle m'a convaincue que finalement, c'était quelque chose de valable, ce que j'avais fait, parce que j'étais quand même passionnée, mais aussi réaliste sur mes compétences dans l'aspect audiovisuel du projet. Donc, on va faire ça un peu sous forme de conversation pour que ce soit dynamique. La première question d'Anne-Gabrielle, c'était de me présenter un peu plus. Donc, Anne-Gabrielle a résumé mon parcours. Relativement aux migrations internationales, j'y suis arrivée assez en début de parcours universitaire après mon doctorat. Très rapidement, je travaillais beaucoup sur les pays du Sud. J'ai beaucoup travaillé au Vietnam, en Amérique latine, où j'ai fait des séjours de très longue durée, où j'ai appris la langue, où j'ai fait multiples projets, mais la question migratoire revenait toujours comme étant vraiment centrale dans les pays du Sud. Et petit à petit, je me suis vraiment spécialisée sur ce sujet. J'ai fait beaucoup de choses différentes, mais un fil conducteur, c'est vraiment d'approcher le monde réel d'un point de vue ethnographique, toujours avec un cadrage géopolitique et quantitatif sur le plan de l'expérience migratoire chez les migrants, je dirais, à statut plus précaire. Donc, ça peut être des personnes qui ont un statut migratoire juridique, mais précaire pour différentes raisons, ou des personnes sans statut ou qui l'ont été au fil de leur parcours. Donc, différents projets, notamment, oui, en Asie, Amérique latine, plus récemment Moyen-Orient, avec différents groupes de migrants, si on peut dire, femmes migrantes, personnes victimes de traite, migrants sans statut, travailleurs temporaires, femmes migrantes aussi, ça a été un angle important en Asie. Dans tous les projets, je travaille en équipe avec des chercheurs des pays où je suis, donc c'est très, très important dans ma démarche comme chercheur d'un pays du Nord. Le plus possible aussi, l'apprentissage de la langue est essentiel pour moi. Donc, la chaire... Oh, ça va? Oui, on peut si tu me coupes, hein, quand c'est trop long, tu me coupes. Pas de problème. On peut aller tout de suite à la chaire de recherche, savoir un peu c'est quoi les travaux de la chaire de recherche, puis plus particulièrement aussi les travaux en lien avec le documentaire.
Donc, une chaire de recherche du Canada, pour moi, c'est vraiment une belle opportunité aussi de ne pas seulement faire le travail scientifique destiné à un public scientifique, mais de pouvoir aussi faire des activités, on va dire, dites de rayonnement, destinées à un plus large public, puis aussi de développer des collaborations avec des personnes autres que des chercheurs dans mon domaine, mais qui ont des personnes qui ont d'autres compétences, comme des artistes, des photographes, cinéastes, etc. Donc, c'est un début pour moi depuis quelques années de faire ce type de démarche qui est pas très, qui est valorisé dans ce qu'on dit par les conseils de recherche, mais qui n'est pas vraiment comptabilisé. Mais bon, ça c'est une autre question. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de progrès à faire dans le domaine. On nous dit toujours qu'il faut faire de la diffusion hors des cercles scientifiques, mais après, au moment des évaluations, des promotions, etc., c'est vraiment secondaire, résiduel, on va dire. Ce qui compte, c'est la publication, les subventions, vous savez. Donc, mais disons qu'en étant professeur titulaire d'une chaire, je me dis, le renouvellement, on verra. Ce qui compte, c'est que j'ai du plaisir pendant les 7 ans où j'ai cette chaire et que je puisse faire des choses qui m'animent vraiment et qui ont des répercussions au-delà d'un cercle vraiment très restreint de chercheurs, on va dire, convertis par ailleurs. Donc, c'est une démarche à la fois de collaboration, d'ouverture, multidisciplinaire, multisectorielle, et qui est à la fois, je dirais, pédagogique d'une part, et petit à petit, j'espère, plus artistique. Mais c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça me prend des collaborateurs. Donc, la chaire a 4 grands objectifs. En tout cas, toutes nos activités scientifiques sont organisées autour de ces objectifs. Donc, c'est pas du tout une chaire qui s'intéresse à l'immigration, ce qui est un thème très, très travaillé dans les centres de recherche à Montréal. On va beaucoup parler d'insertion, intégration, etc. Donc, mon propos est beaucoup plus d'aborder la question migratoire comme un phénomène dynamique qui relie beaucoup de zones géographiques, de régions, et on va parler souvent de zones d'origine, de transit, de destination, sachant que ces catégories sont très fluides et qu'un pays dit de destination peut être aussi un pays de départ et de transit. Si on pense au Maroc, au Mexique, à la Turquie, qui sont des carrefours migratoires où toutes ces dynamiques se déroulent de façon simultanée. Donc, c'est vraiment notre approche est très dynamique à ce point-là. Ensuite, on s'intéresse beaucoup au parcours. Donc, on a comme 3 grands thèmes, hein. Parcours, précarité, territoire. Donc, les parcours des migrants, pour nous, c'est vraiment une base ethnographique très forte pour essayer d'éclairer ces dynamiques migratoires et d'en comprendre toutes les facettes et aussi les déterminants à plusieurs échelles, à plusieurs niveaux. Donc, c'est sûr qu'on peut partir de l'expérience, mais il faut bien sûr cadrer le tout des politiques migratoires qui façonnent beaucoup les parcours, qui déterminent beaucoup qui peut aller où, comment, dans quelles conditions, etc. Il y a aussi tout le niveau, on va dire, intermédiaire, méso, tous les acteurs de la migration non étatiques, tout ce qu'on appelle l'industrie de la migration, que ce soit pour la migration régulière ou irrégulière. Bon, on a une grande discussion sur les termes avec Michel ce midi, donc ça c'est une autre question. Mais disons, les migrations de personnes munies de titres de séjour et ceux qui n'en ont plus, parce que, comme on sait, la plupart des migrants soi-disant irréguliers sont entrés dans les pays de façon régulière. Des fois, la couverture médiatique met beaucoup l'emphase sur les entrées régulières au détriment du phénomène beaucoup plus général qui est celui de l'entrée régulière suivi de la perte du statut, qui représente 80-90% des migrations dites irrégulières. Donc, les parcours, c'est un exemple de ce que ça peut nous montrer et de comment aussi on s'intéresse beaucoup aux répercussions des politiques migratoires sur les migrants. Répercussions qui peuvent être involontaires, hein? C'est pas toujours prévu d'avance. Quand on parle avec des bureaucrates, parfois ils mettent des choses en place et on voit sur le terrain que les choses se passent pas du tout telles que prévues à l'origine. Donc aussi, c'est une autre ère d'action là, que j'essaie d'alimenter, c'est de dialoguer davantage aussi avec des gens
au gouvernement et il y a une certaine ouverture. Il faut trouver les personnes clés et puis c'est bon. Il y a quand même des choses intéressantes qui peuvent se passer. Il y a même le directeur de la recherche d'immigration Citoyenneté Canada qui a invité Ming Sok Lee, qui a fait 2 films sur les travailleurs migrants temporaires. Un antérieur, là, El Contrato, puis un plus récent, Migrant Stream. Et il a invité cette réalisatrice à montrer ses films aux bureaucrates. Donc, on voit des fois des gens qui font des choses innovatrices. On s'intéresse donc, bien sûr, comme je suis dans un département de géographie, au territoire et aux routes migratoires et au dialogue, là, notamment avec les gens qui travaillent dans les politiques publiques. Donc ça, c'est un peu nos grands objectifs. J'ai une dizaine d'étudiants en doctorat à la maîtrise qui travaillent sur des projets en lien avec ces objectifs. 10 autres pour lesquels je suis sur leur comité d'encadrement, eux qui sont dans plein de départements autres, communication, littérature, sociologie, anthropologie, où j'ai un rôle moindre, mais j'offre un certain accompagnement, mais un noyau plus fort de 10 qui travaillent. Et tous font des terrains de recherche, du travail ethnographique de première main, recueillent des données originales et documentent ces expériences migratoires. Avant que j'aie la chaire, j'étais à Laval et j'ai eu des subventions internes pour faire des séries de conférences. Donc, ça a été ma première activité, on va dire, pour toute la communauté universitaire de l'Université Laval. C'était plus le truc standard là, du conférencier, chercheur qui venait parler aux étudiants. Puis là, j'ai eu envie d'adopter une autre formule. Et quand j'ai eu la chaire avec mes étudiants, on a lancé des activités de projection de films documentaires qu'on choisissait en équipe. Et parfois avec un invité ou une invitée qui venait commenter. Donc, notre plus récente activité, comme vous voyez, c'était projection spéciale d'un film réalisé par une journaliste, je crois que c'était une journaliste italienne, qui est allée à bord de l'Aquarius, le navire de l'organisation SOS Méditerranée. Et c'est une représentante d'SOS Méditerranée qui est venue nous faire la projection, commenter le film, répondre aux questions. Et l'organisation est basée à Marseille, donc on a pu l'inviter. Et on fait les activités dans un café, pas dans une salle formelle. C'est un café étudiant, on peut avoir jusqu'à 150 personnes. La dernière fois, on a refusé pas mal de monde. Et ça marche très bien, en fait. Et le but, c'est vraiment de créer un espace de réflexion, de discussion sur les questions migratoires à partir de films documentaires ou de projets audiovisuels autres, et avec, quand c'est possible, une personne qui a réalisé le projet. Donc c'est notre 2e année et c'est vraiment un succès étonnant. Et on a une collaboration maintenant avec notre bibliothèque qui fait l'acquisition des droits de tous les films qu'on projette. Ça beaucoup, on va chercher un public étudiant, mais autre aussi. Il y a beaucoup de bouche à oreille. C'est vraiment... ça m'a pris par surprise, là, mais il y a vraiment un intérêt, une curiosité. Les étudiants et le public veulent discuter de ce sujet, sont curieux, veulent plus d'informations. Donc, ça se passe super bien. Ça, c'est une utilisation du documentaire qu'on fait. Mais au niveau de la diffusion de la documentation, il y a aussi les cartes interactives oui, c'est ça, qui sont super intéressantes. On peut peut-être naviguer dans celle qui s'appelle... Une en dessous, c'est celle-là. Je sais pas. J'avais ouvert... Ben oui, donc comme on travaille sur des parcours et on est dans un département de géographie, j'ai la chance d'avoir des ressources, des cartographes qui travaillent avec un outil qui s'appelle StoryMap, qui est un outil de Esri. Et on peut faire des parcours géoréférencés de migrants, d'histoires individuelles. On fait aussi, là ici, celui que Anne-Gabrielle vous montre, c'est pas une histoire individuelle, mais on a fait des parcours individuels sur un projet à partir de trajectoires des migrants d'Amérique centrale qui traversent le Mexique, qu'on avait recueillis dans les années 2013 à 2015. Donc, par exemple, oui, comme Marcos.
Donc ici, ce sont des parcours individuels géoréférencés où on va raconter le parcours de l'individu accompagné de photos, d'extraits vidéo, d'extraits audio ici. Audio. On n'a pas de vidéo. La particularité, c'est vraiment la carte qui retrace tout le parcours. Donc, on incorpore des informations textuelles sur les lieux clés du parcours, les événements, des photos, etc. Donc, c'est très utile pour l'enseignement. Les étudiants sont très, très intéressés. Ça va beaucoup les chercher, on va dire. Et ça permet aussi d'offrir un produit plus grand public. Là, c'est disponible sur nos sites. Ça a des retombées inattendues. J'ai des cégeps qui m'ont contacté, des enseignants au secondaire qui veulent faire des modules, qui veulent nous inviter. Donc, c'est super intéressant. Et là, ça, c'est un exemple. Vous voyez, on raconte l'histoire de Marcos. C'est pas très long. En 10-15 minutes, on a lu le contenu. L'autre est plus longue un peu, par contre. Donc, ça, c'est un exemple de parcours individuel. Puis, le projet dont on va vous parler aujourd'hui, c'est ça que je voulais montrer tantôt. Là, ici, c'est beaucoup plus long. On a incorporé du matériel vidéo. Et Anne-Gabrielle a fait le montage des capsules vidéo qui sont incorporées dans le parcours à différents moments du parcours. Donc, ça, on va en parler plus spécifiquement après. On peut en parler tout de suite, Okay. avant de parler du documentaire sur lequel on travaille. Parce que, en fait, quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai commencé le catalogage, mais après ça, ils m'ont aussi parlé de la carte interactive, qu'ils voulaient ajouter des vidéos. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis familiarisée aussi avec le matériel, puis qu'on a développé une méthode de travail avec Anaëlle aussi, qui est une de tes étudiantes. Donc, ça a comme été mon premier rapport avec le matériel, en tout cas. Donc, ce projet ici, c'est une autre façon d'aborder le documentaire pour moi. Donc, c'était... parce que on peut utiliser le documentaire à des fins plus d'espace, d'ouvrir un espace de discussion comme avec la série. On peut aussi utiliser le documentaire pour restituer des résultats de recherche, comme avec la subvention Connexion. Donc ça, j'en ai une aussi pour un projet en Turquie, mais là, j'ai embauché une réalisatrice professionnelle sur place qui fait un documentaire à partir de nos résultats. Ici, c'est une autre démarche. C'est plus, donc moi, comme chercheur, qui me suis livrée à l'exercice de parcourir une route migratoire. Donc, c'était mon projet de départ, et documenter cette route migratoire. Donc, ce n'était pas un projet de recherche dans le sens des autres projets que je mène avec une subvention, puis tout un cadre théorique, une grande revue de littérature, etc. C'était plus un projet que je voulais réaliser à des fins documentaires, on va dire. Voilà. Et donc, il y a quand même eu toute une préparation, mais l'idée du projet dont on vous parle aujourd'hui, c'est le fait que j'ai parcouru la route migratoire qu'on a souvent appelée la route des Balkans, qui était une route qui a été empruntée par plusieurs centaines de milliers de personnes lors de la grande migration de 2015, qui a reçu beaucoup de couverture médiatique, mais 2 ans plus tard. Donc, pendant les événements de 2015, il y a eu beaucoup de journalistes, photographes sur le terrain, dont Michel Huneau, ici présent, qui peut aussi nous raconter ce qu'il a vu et vécu. Donc, et il y a eu beaucoup d'excellents reportages, d'images, de journalistes qui ont aussi accompagné des migrants sur cette route. Mais 2 ans après, moi j'étais à l'époque, j'enseignais l'immigration, j'avais des cours, beaucoup de questions de mes étudiants, et j'étais une spectatrice, on va dire, éloignée de ce qui se passait. C'est sûr que, étant chercheur sur le sujet, ça m'interpellait beaucoup. Et je me suis dit, 2 ans après, que j'aimerais expérimenter la route, la parcourir, donc un peu voir cette route, revoir ce parcours que de nombreuses familles ont parcouru, parce que si on prend juste les Syriens, 50% d'entre eux avaient moins de 18 ans, donc c'était quand même une migration où il y avait beaucoup d'enfants.
comme on peut le voir sur les photos de Michel d'ailleurs. Beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes. Et donc de parcourir cette route tout en dialoguant avec des personnes que j'ai appelées des témoins de l'exil. Parce que nous-mêmes, on est témoins de ce qui s'est passé, témoins éloignés, mais j'étais très curieuse par l'expérience qu'avaient vécue ceux qui ont été des témoins rapprochés. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qui s'est passé pour eux, comment ils ont été interpellés lors des événements, qui étaient quand même un événement historique. On a souvent parlé de la plus grande migration depuis la Deuxième Guerre mondiale. La route des Balkans, on estime environ à 800 000 personnes qui l'auraient empruntée. Bon, ça varie selon les estimés, mais environ. Donc, qu'est-ce que ces gens ont vécu? Comment ça allait? Donc, c'était à la fois un projet où je m'intéressais à une analyse des événements, mais aussi à l'expérience très personnelle, non pas des migrants, mais de ceux qui les ont côtoyés ou vus ou qui ont été impliqués d'une façon ou d'une autre. On peut parler de la pré-production, c'est ça? Bien, on peut montrer peut-être le début où tu résumes un peu ça, puis comment est-ce qu'on a résumé cette problématique-là dans un film qui dure présentement 62 minutes, parce que là, on est encore en cours de montage. Oui, là, c'est ça. C'est vraiment pas un picture lock, là, dans le jargon. C'est un montage offline en cours. C'est notre deuxième version de montage qu'on montre aujourd'hui. Là. Donc, il n'y a pas vraiment de travail qui a été fait sur le son, sur la colo, sur ce genre de choses-là, mais ça donne une idée un peu de où Daniel s'en va avec ce projet-là. J'ai beaucoup suivi les conseils d'Anne-Gabrielle aussi je vais fermer les lumières sur la voix. Parce qu'on ne voit pas très bien. Oui, je voulais pas trop me mettre dans le projet, mais je lui ai dit non, c'est ton parcours. Je suis un personnage du film. In 2015, I was a geographically remote and troubled spectator of a major refugee migration towards Europe. After a few years, I wanted to meet those who had been primary witnesses. What did they experience? What happened to them? I decided to follow one important route taken by migrants, the historical route of the Balkans. Most refugees had transited through Turkey and had reached Greece by sea or by land. Thessaloniki was the crossroad of all routes. From there, refugees traveled to Idomeni, a small border town, and then to Skopje in Macedonia. Efi Votura introduced me to Georgios Katsagelos, who photographed and filmed what happened in northern Greece for 9 months, from the time people transited and continued their journey north to the time they were blocked at the border, desperate, not able to continue. This particular exhibit is extraordinary. I find it very moving. It is interesting because it's what is left behind after the refugees leave.
Merkel helped me, Merkel, German Prime Minister. This helped very well. That was the situation. They were all, pushing to cross the borders, waiting. This was happening every day for months. These papers they acquired in Lesbos as soon as they crossed the borders by the sea. They gave them these papers, and through those papers they could enter to Macedonia, Skopje. He's very happy because they let him go. So they were allowing a certain number of people every day. That too, and only some people, like from Iran, Afghanistan, and Iraq, Afghanistan, and Syria. After Bataclan, that was the discrimination. And you see these people from Bangladesh and Pakistan were not allowed, so they were demonstrating, like here. Donc, je vais vous dire, j'ai tout fait toute seule. J'avais une GoPro, une enregistreuse, je posais mes questions. Donc, c'est cinématographiquement, c'était pas des conditions au top. Mais la pré-production, comment est-ce que ça s'est passé? Autrement dit, le travail de recherche qui a été fait en amont au tournage pour choisir l'itinéraire, mais choisir aussi les intervenants et les intervenantes que tu allais rencontrer là-bas. Donc, avec mes étudiants, on a étudié la question de l'itinéraire. Il y avait plusieurs choix, il y avait plusieurs lieux, bien sûr, de passage. C'était pas... J'allais choisir parce que c'était un peu mes vacances, on va dire. Donc, j'avais à peu près 3 semaines maximum. Donc, on a choisi la route qui était la plus parcourue au début, avant la fermeture de certaines frontières. Et on a bien documenté, on a travaillé à peu près 4 mois sur relever la documentation, tout ce qui a été publié dans les médias. Il y a eu beaucoup de couverture médiatique, un peu de contenu scientifique qui commençait à sortir à l'époque, il y a 1 an et demi, un petit peu. À partir de là, on a identifié le parcours et j'ai commencé à contacter des gens. Donc, je partais de rien, je connaissais personne. Mais j'ai commencé à contacter des gens qui pourraient être intéressés à participer. Dans certains pays, j'avais des rendez-vous. Dans d'autres, je n'avais pas de rendez-vous du tout. Donc, j'ai plus travaillé sur place. Dans les pays où les personnes étaient restées plus longtemps, c'était plus facile d'identifier des témoins. Donc, la Grèce, la Serbie, où il y a eu des événements marquants, on va dire, de la route. Grèce, Serbie, Hongrie et Allemagne, c'était plus facile. Par contre, la Macédoine, l'Autriche, les gens sont passés très vite. Donc là, il y a eu moins d'interaction, on va dire, avec les populations locales et les gens. Donc, je me suis... donc, quand j'ai fait le parcours, le voyage s'est fait en autobus surtout, en train aussi vers la fin. Donc, dans les Balkans, les autobus sont très lents. C'est étonnant, il n'y a pas beaucoup d'intégration économique avec l'Union européenne. Donc, c'est des autobus qui arrêtent partout, mais ça permettait de bien voir la route, de l'expérimenter. C'était très, très bien pour ça. Donc, c'était vraiment un road trip. J'étais presque toujours en mouvement. Le soir, les fichiers, les backups, les notes, donc c'était hyper intense. Puis les rendez-vous, bon, vous connaissez. Finalement, j'ai eu 12 témoins, je dirais, qui ont accepté d'être filmés ou enregistrés. J'ai parlé à beaucoup d'autres personnes aussi de façon plus informelle, mais disons 12 personnes qui ont vraiment participé. Pour le film, on en a retenu 9, je pense. 9. Et les personnes, c'était il y a eu des chercheurs. Pour moi, ça, c'est une approche très facile. Les gens acceptaient d'emblée, bon, je suis chercheur, vous êtes chercheur. Mais il y a eu aussi... un photographe, un caméraman, des travailleurs d'ONG et une policière. Donc, c'est un peu le profil des personnes.
Le caméraman, il n'est pas dans notre film parce que son niveau d'anglais n'était pas super bon, mais c'était très, très intéressant. Le restaurant, son histoire aussi était super oui. brillant, donc c'était pas bon, non. Mais son histoire était intéressante parce qu'il était plutôt caméraman pour des activités, des événements sportifs. Et au moment de la crise migratoire, entre guillemets, beaucoup de gens ont été mobilisés pour les médias internationaux, dont des caméramans locaux qui ont été embauchés pour toutes sortes de médias internationaux. Et donc, lui est allé à Idomeni pour des médias allemands, autrichiens, suédois, et raconter son expérience de caméraman qui doit obéir aux ordres des journalistes qui veulent représenter la crise d'une certaine façon. Certains jours où il ne se passe rien, où il faut créer un événement. Donc, il était très, très critique de la représentation, tout en y ayant participé de fort. Il m'a dit, bon, le caméraman, il doit être à genoux devant... Surtout qu'il y avait presque une dimension sud-nord, un caméraman de la Macédoine, pour un journaliste suédois, c'était vraiment un subalterne. Donc, c'est comme ça qu'il l'avait vécu. Mais bon, on ne pouvait pas l'incorporer pour des raisons techniques. Mais je dirais que dans l'ensemble, l'accueil a été vraiment très positif parce que tout le monde pensait que je cherchais des migrants ou des réfugiés. Quand je leur disais non, c'est à vous, c'est vous qui m'intéressez, c'est votre expérience. Et pas seulement non plus leur analyse plus politique ou sociologique, mais aussi ce qu'eux avaient vécu. Comme Giorgio, ce qu'on voit à l'écran, qui est un photographe, professeur d'art visuel. Pour lui, ça a été vraiment un moment très fort de sa vie. Il me raconte qu'il n'avait jamais pensé vivre un événement comme ça de toute sa vie, quoi. Pour lui, c'était quelque chose... Puis il a même mis sa vie en suspens, s'est consacré à documenter les événements, a pris un congé. Puis tous les témoins aussi sont devenus des acteurs. Donc, par exemple, Giorgio s'est mis à faire le chauffeur pour... c'est sûr, les personnes sont dans une situation d'urgence, il y a des besoins immédiats. Donc, tout le monde est devenu acteur et acteur très impliqué. Même les chercheurs les plus, je dirais, chercheurs, il y en a un là, qu'on ne va pas voir, là, mais en Hongrie, un chercheur hongrois à Budapest qui s'est mis à faire une ethnographie de la gare de Keleti où les gens ont été bloqués pendant toute une période et qui au début allait faire une ethnographie de crise, mais qui lui aussi s'est mis à participer tout en étant très critique du travail de certaines ONG qui disaient finalement collaborer avec la police ou travailler d'une façon très peu critique, mais lui-même est devenu un acteur et non plus seulement un observateur. Et souvent, quand je parlais aux travailleurs d'ONG, eux, ils me disaient, ils partaient sur leur bon, nous, on fait ceci, on a fait cela. Je disais, oui, mais vous, personnellement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vécu? Donc là, Anne-Gabrielle a choisi un autre extrait où là, ça ne sera pas une analyse politique. Mais ce qui me semble vraiment... intéressant aussi, c'est qu'en géographie, bon, il y a tout le travail de terrain, en fait, que tu as à faire, mais là, c'est comme si tu l'avais fait, mais avec la caméra en plus, finalement. Quel rôle est-ce que ça jouait, là, la caméra, sur le travail de terrain? Ben, pour moi, c'est difficile de vous montrer les images, parce que je sais qu'elles ne sont pas très belles, là. Mais c'est bon. Le fait que j'avais une GoPro, c'était bien, parce que c'est petit. J'ai filmé en 2.7K en format linéaire. C'était discret, ça intimidait pas du tout les gens. J'avais pas le temps de faire de repérage, de rencontres préalables, tout se faisait sur le vif. Et donc, il fallait que c'était la première fois que je rencontrais les gens, donc il fallait que très rapidement j'établisse un lien de confiance. Bon, ça, j'ai beaucoup d'entraînement avec la recherche ethnographique, mais souvent, je commençais l'entretien seulement avec l'audio. Et plus tard dans l'entretien, il savait que j'étais intéressée à filmer, mais je ne le proposais pas au début du tout. Après une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, je disais, bon, est-ce qu'on pourrait filmer un petit bout? Puis, je vois aussi qu'il y avait des personnes plus jeunes qui aimaient la caméra. Bon, pour eux, c'était très bien, puis il n'y avait aucun problème.
Mais c'était vraiment sur le vif. Je contrôlais pas les lieux où j'étais. J'avais pas d'installation. J'avais pas de trépied. Donc, tout se fait à la main. Et sur le vif. Donc, ça ajoutait... j'étais stressée, j'avoue. J'étais stressée par mon équipement. Est-ce que tout est bien à on? Est-ce que mon audio est bien synchro? J'essayais de faire comme ça, moi aussi, pour aider Anne-Gabrielle après. Puis elle m'a dit oui, ça m'a beaucoup aidé. Mais bon, une fois que c'était démarré, j'étais plus en mode recherche, en mode intimiste, donner la parole aux gens, moi-même parler le moins possible. Pas comme aujourd'hui, et les laisser vraiment me livrer leur expérience le plus possible. Donc, j'ai beaucoup appris dans un autre projet. Puis j'ai beaucoup appris d'Anne-Gabrielle aussi, parce qu'à visualiser les images, elle m'a fait plein de commentaires. J'ai eu un crash course avec Anne-Gabrielle. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Mais... disons que pour l'audio, c'est pas difficile de convaincre les gens en général. Pour la caméra, ben c'est ça, fallait attendre. Mais ça a rendu le tout plus intense, je dirais. Puis, tu as fait quand même des rencontres on the spot, là, un peu des rencontres fortuites ou imprévues, dont Branislava qu'on va montrer juste après. Comment ça s'est passé, le contact avec ces gens-là aussi? Assez bien, en général. Quand je leur expliquais d'où je venais, mon projet, ce que je faisais, c'est étonnant comment les gens étaient ouverts quand même. Je pense que les gens avaient assez de recul. Ça faisait 2 ans que ça s'était passé. C'était un bon moment pour revenir sur les événements pour eux. Donc, pour les gens avec qui je n'avais pas communiqué avant, parfois j'avais été présentée par un témoin qui me disait « appelle donc une telle », comme font beaucoup de journalistes, je crois. Sarah peut confirmer. Oui. Donc, ça s'est bien passé quand même. Oui. OK. L'extrait qu'on va vous montrer, je l'ai choisi pour plusieurs raisons, dont parce que il y a pas mal tous les procédés qu'on utilise dans le film qui sont représentés dans cet extrait-là, dont des musiciens de rue que tu as eu l'idée d'enregistrer pour habiller tout ça. C'est une idée formidable. Puis je voulais que tu nous dises aussi pourquoi tu as pensé à faire ça. J'ai un peu une raison personnelle. J'ai 3 enfants musiciens, dont un qui joue dans les rues. Et donc, ça m'interpelle toujours, les musiciens de rue. Et là, dans les Balkans, il y a beaucoup de musique. La musique du début du film, je l'ai enregistrée à Thessaloniki. Et donc, c'était comme un projet parallèle. Donc, dans les moments libres, je cherchais des musiciens de rue que j'enregistrais, que je filmais. Et ça me permettait de m'imprégner plus des ambiances urbaines où j'étais. Et d'avoir un contact aussi avec certains musiciens. Et puis après, oui, pour le film, parce que je me disais, c'est quand même un road trip, là. Il y a quand même beaucoup de routes, de trains, d'autobus. Donc pendant ces moments-là, on peut habiller avec la musique pour les transitions, pour l'ambiance sonore. Donc, mais c'est super pratique parce que c'est pas tout le monde qui aurait pensé à cette musique-là, à l'enregistrer pour habiller après ça au montage. Moi, j'ai trouvé ça vraiment fantastique de voir ça. Donc là, c'est un témoignage très personnel. Oui, c'est ça. Dans l'extrait qu'on va vous montrer, en fait, on est d'abord avec Branislava, qui travaille dans une ONG qui s'appelle Infopark à Belgrade, en Serbie. Après ça, on va voyager pour aller à Budapest, où là, on va rencontrer Prem. Puis, qui est l'entrevue. Laisse-le pas long. Non, elle n'est pas contente parce qu'elle trouve qu'elle n'a pas bien filmé, mais c'est pas grave. Non, mais parce que c'est pas ça qui est important. Il y a un ton de voix un peu endormant, mais son contenu est fabuleux. Mais oui. il est un peu comme ça, il veut pas trop se faire filmer. Il est rébarbatif. J'essaie de le faire bouger, il veut pas.
il y a un arrière-champ qui est pas beau. C'est mon moins beau plan de tout le film. Bon, on va le dire, là. Un extrait de 13 minutes. Mais Anne-Gabrielle aime beaucoup le contenu de Prem aussi. Je le trouve super intéressant après. Ouais. Mais c'est ça, il faut le monter pour le rendre. Pour montrer à quel point il est intéressant. Parce que moi, j'ai tellement vu le matériel puis j'ai tellement touché que je sais à quel point il y a du potentiel, mais il faut le rendre, ce C'est pas facile. potentiel. Trece trišest. Koliko? 30 trišest. 300? 336. 336. Bravo. Improving language, yeah? Language she's speaking in Serbian. This is a safe zone, number one. Now it's a bit messy because there were some people here. And we are, well, as I said before, whoops. Somebody lost us, yeah. No. Yeah. Okay, I'm gonna, maybe it's theirs. Yeah. This is for vulnerable people, or you know, as I said before, we have situations where people are not sleeping for days, so it's not perfect, but at least they have somewhere to lay their heads on. And if I can say from my own experience, because I lived through wars, I'm 38 years old now, so I remember even the wars back in the 90s, and you never know when you might find yourself in this situation. And this is what most of the people are somehow forgetting. And it doesn't matter, maybe you don't live on the place where there's war-stricken place, but then there's less and less food, there's less and less water. You might not, maybe you're gonna have to migrate because of something different, some earthquakes or some natural disasters, and you might find yourself in the same situation. People don't think about it, and I don't know. I don't like this world where it's heading. People should open their eyes. They should realize that we can be in the same situation tomorrow. At the end of the day, so it's really dirty, and this is how it looks like. But in the morning, it looks so much better. This is a section for learning languages. Here, and we have the whiteboard here. We have 5 computers. It's a computer zone. Inside? Yes, my friend? Spider-Man. Maybe you have to. Why aren't you using. Wait. You want on YouTube to play Spider-Man? Can you share one story that particularly marked you, that you remember, one encounter, or? Well, there's many. I don't know where even, but it's always heartbreaking. I mean, at least for me. So if I start talking about it, I will start crying as well. There is one case that I'm particularly proud of. There was one boy from Afghanistan, very young, 16 years old. And his father was, I think, he worked something in the army, or he had, I don't remember, some influential type of work. So his family was always a target for Taliban and Daesh. So at one point, they were threatening to this young boy, and he decided, and his father told him that it's better that if he leaves the country, leaves the village. And while he was on the way, somebody set his whole house on fire, and he lost his whole family in one day. And he started on this journey all alone, without a single person next to him. He came here. It's very quiet, very he was coming every day here to Belgrade, to Info Park, to our classes, but he was always keeping, really on the side. He was very shy to speak to the people, but one day he told me
I have something that I would like to share with you. And I don't know why, but for some reason he felt enough confident to speak with me about these horrible things that happened to him. And then he admitted that he was a victim of a sexual violation. So on top of losing his family, he went through really horrible stuff. And this first interview, this first contact with him, he couldn't even say the whole sentence, but of course I had a hunch and I said, okay, I understand, you don't have to say anything else. I remember him saying, what I want in life, I just want to belong to some family. I don't want to end up alone in this whole world. And we managed within 3 or 4 months to find a family in Sweden. So for me, I don't know, this is like a very, very, very not only it's a really special moment, but it's very kind of, in a way, it proves the point that we can change the world to someone, at least. So this is why I would say we have many stories similar to this one. Unfortunately, not as happy as this one, but this is why I chose this one, because it has a happy ending. Although the whole story is very hard, very tough. What was striking about Serbia was the empathy people expressed towards refugees because they themselves had experienced war a few decades earlier. As a transit country, Serbia was trying to facilitate transit and survival. Where are you from? Subotica, što? Ne može, Humberga, ne, nema viza, Non c'est pas Schengen, je pense. Oui, le monde qui débat. Ils peuvent pas rentrer en Hongrie. Oui, nous autres, ils nous ont même pas vérifié. The Serbia-Hungary border is militarized and well guarded. I managed to catch an image of it. The passport controls are strict and we witnessed the expulsion of some passengers from the train. The border zone is several kilometers wide inside the Hungarian territory, which means that someone caught in that zone can be detained and deported. I had met Prem Rajaram at a conference in Victoria the year before. He was presenting on refugees as surplus population. He was such a thoughtful scholar. I was looking forward to his perspective on the 2015 refugee migration. He had done what he called a crisis ethnography at the Keleti train station in Budapest, when several thousand refugees could not
continue their journey until Angela Merkel opened the border in September 2015. If you could talk to me more about the significance of what happened in 2015 in Hungary. It did 2 or 3 different things. One thing it did, it was the fodder for this very right-wing turn in government. It led to the identification of a specific Hungarian public who to be protected from migrants. It led to the growth of an immigration-driven right-wing agenda, anti-immigration-driven right-wing agenda. It led to everything else that has happened in Hungary in one way or the other over the last 3-4 years politically. Not everything, but a lot of the key things has been driven by the immigration agenda. It's helped the government to cohere a specific base of support. They've taken over the foundations, the basis that the far right parties have. They've adopted the discourse of the far right party, who were the second largest party in Hungary. They have legitimized sort of a culture war in Hungary, where a number of cultural institutions, from National Theatre to the opera companies and so on, have had their directors and boards replaced to people who are sympathetic to the Hungarian government. So there's been very little cultural opposition to the government. There are independent theatres remaining, but they've had sources of funding from the government severely cut, so they've had to rely on external support, which has led to another source of attack. A lot of NGOs have had government sources of funding severely cut off, so they've turned to foreign funding, which has led to an attack on them as foreign agents. They have just passed a law compelling all NGOs which have a certain amount, quite a low amount, I can't remember exactly how much, foreign funding to register with the government. And this is all, I think, being based upon the political opportunity they saw with these masses of migrants coming in 2015 to really undertake a cultural war, to re-establish a certain idea of what it is to be a Hungarian nation. Le campement. Ici, c'était tout campé, puis dans le couloir qui va ici, là. Les images ici, c'était un test qu'on faisait, mais on prévoit avec les images autres, peut-être de Michel Hulot, qui a fait un projet photographique en 2015. Ça s'appelle Occident Express. J'étais en Europe un peu par coïncidence historique au moment où le grand mouvement s'est accéléré. En fait, je faisais une résidence Conseil des Arts à Vienne, à Linz, qui est juste à côté. C'est la ville que Hitler appelait sa maison. Mais, donc, je faisais une résidence Conseil des Arts là, débuté le 1er septembre, le 3 septembre. Ils ont retrouvé le petit Alain Kurdi sur la plage et le lendemain, Angela Merkel a ouvert les portes et puis je me suis retrouvé un peu au milieu de tout ça. Je devais faire un projet hyper expérimental sur le flot du Danube. C'était devant ma résidence. J'ai senti que c'était
c'était plus très pertinent. Donc j'ai complètement changé mon plan de travail, et puis mais c'est un peu, on est lancé en plein milieu de l'histoire, avant qu'on sache que c'est vraiment l'histoire, on a des doutes, donc on essaie de voir où est-ce qu'on peut aller, puis suivre ce qui se passe, au premier degré vraiment, aller voir ce qui se passe. Même si dans ma pratique, je vais du très documentaire à n'importe très artistique, là, j'avais l'impression qu'il fallait que je revienne au premier degré. Et puis, donc, j'ai pris, je pense que j'ai commencé le 4 septembre, j'ai été à Vienne en train, c'était une heure de train. Là, j'ai vu les premières personnes arriver, sûrement de Keleti en train. Et puis, elle avait cette espèce d'enthousiasme, d'euphorie, d'incompréhension en fait. C'était pourquoi toutes les portes sont ouvertes et puis tous les gens qui voulaient passer le plus vite possible. Donc j'ai appelé ça Accident Express, pour moi effectivement, j'avais l'impression que ça allait pas durer très longtemps, que cette espèce de passage rapide, que peut-être les portes allaient se refermer. Donc j'ai commencé à Vienne, ensuite j'ai suivi les nouvelles, j'étais à Munich, ensuite j'ai été à Budapest, ensuite j'étais en Serbie, en Slovénie, en Croatie. Donc j'ai fait comme ça le satellite autour de l'Autriche dans 7 pays pour documenter tous les points de passage et les points de friction jusqu'à temps que ça se referme complètement. C'est exactement les mêmes lieux. Donc, j'ai fait de la photographie, j'ai fait du son, j'ai fait du vidéo, puis ensuite on décline ça. Sarah m'avait accompagné de Montréal, on avait publié un dossier dans Le Devoir à l'époque. Puis ensuite sa vie en exposition, ça se refait, reprendre par des chercheurs. Puis ça m'a mené aussi à faire le projet Roxane sur la frontière ici. Qui pour moi, en fait le projet Roxane, je voulais en quelque sorte lier les deux phénomènes, mais aussi recréer cette ambiance-là que les témoins de l'exil ont expérimenté, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en dedans de nous une fois qu'on l'a vécu en tant que premier témoin, parce que Roxane, c'est d'amener les gens sur la frontière, entendre les gens traverser, entendre les voir un peu, les entendre parler, parce qu'une fois qu'on a senti ça, je pense que ce soit à Roxane, que ce soit en Europe, tout notre point de vue change, notre engagement change au sujet. C'est très fort, c'est des moments historiques qui nous habitent. On avait choisi j'avais choisi cet extrait-là parce qu'il y avait pas mal tous les procédés utilisés, donc une rencontre avec une travailleuse d'une ONG, avec un chercheur, la route entre deux pays, la frontière militarisée entre la Serbie et la Hongrie. Puis c'est ça, l'idée que là on a de mettre des photos sur ces lieux-là que Daniel a filmé complètement vides pour voir le contraste avant-après. Au début, on n'avait pas pensé à ça, parce qu'en fait, je voulais un peu m'éloigner de la représentation médiatique. Mais en fait, une fois on a eu le premier montage, on s'est rendu compte que les gens qui n'ont pas suivi ces événements n'allaient pas forcément comprendre la signification de plusieurs lieux. Donc là, si aussi j'ai la possibilité d'avoir des images de Michel qui sont aussi artistiques, peut-être que ça va être un bel ajout au film, puis ça va le rendre beaucoup plus parlant pour les gens. Les commentaires narratifs aussi, au début, je ne voulais pas le faire, mais quelques personnes, les étudiants, Pierre-Gabriel, m'ont beaucoup encouragée en me disant que c'est vraiment important que tu racontes ce que tu as fait, la démarche, puis un petit peu d'informations contextuelles aussi. Et pas juste les cartons, mais la voix aussi. Donc, là, c'est un enregistrement rapide que j'ai fait dans mon bureau. On va l'améliorer, je pense, mais ça a l'air de fonctionner d'après les quelques personnes qui l'ont. Mais c'est toutes des choses qui font partie du processus créatif, finalement, quand on travaille en documentaire, il y a des idées qui arrivent en cours de chemin. J'ai commencé par faire un catalogage. Puis ce qui est tout à fait génial, en fait, c'est qu'il y a quand même des similarités entre le travail de recherche et le travail de montage documentaire. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des verbatims de faits avec des codes de couleurs que je les ai amenés d'ailleurs, si jamais on veut. On avait tout transcrit, tous les audios, vidéos, puis avec une étudiante au doctorat qui a beaucoup travaillé avec moi sur le projet. Elle travaille plutôt sur les migrants en errance dans les villes d'Europe, mais ça y avait déjà tout un travail par thème. Parce qu'au début, on ne savait pas si on fait une structure thématique ou plus le parcours géographique. Donc, on l'avait préparé pour les deux. Ça dérange pas, je peux le passer.
elle avait même fait là, tout un truc avec la durée des vidéos puis de l'audio pour pouvoir faire la synchro et tout. C'est une rigueur de chercheur qui est comme fantastique en documentaire. C'est pas tout le monde qui travaille comme ça, hein, les documentaristes. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Mais moi, j'ai été impressionnée par le catalogage aussi. Oui, ben je peux montrer peut-être. Il y avait des petites étoiles selon la qualité des plans. Oui, comment j'ai fait le catalogage de... J'ai trouvé le bon... c'est vraiment le travail. Ça, par exemple, c'est donc tout ce qui est ce qu'on appelle communément le B-roll, et tout tout ce qui était plus de l'ordre des images prises dans les villes, par exemple. Bon, ben là, je fais tout ce travail-là d'écrire qu'est-ce qui est dans le plan, puis mettre des petits X pour mes préférences. Mais après ça, c'est aussi les marqueurs. Donc pour les entrevues, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le code de couleur que Daniel et Anaël avaient déjà mis sur le verbatim. Puis j'en ai fait, je l'ai repris dans mon catalogage sur le logiciel de montage. Donc j'ai les mêmes référents colorés de ces entrevues-là. Donc après ça, moi, ça m'a permis de, même si c'était pas nécessairement un sujet que je maîtrise personnellement, ça m'a permis de m'approprier ce matériel-là puis de discuter ensuite sur le sens de ce qui avait été... Excuse-moi, il y en avait pour combien de temps en tout, le rush? Combien? C'est vraiment pas si pire que ça. Peut-être pas plus une dizaine d'heures, je pense. Okay. Non, mais parce que... Non, mais il y avait tous les plans, juste pas d'entrevue. Mais c'est parce qu'il y avait aussi de l'audio. Oui. Il y avait des entrevues qui étaient seulement à l'audio, comme celle qui est là, c'est juste de l'audio qu'on avait. Je comprends. Des fois, il y a de la vidéo aussi, plus tout le matériel qui était tourné sur la route ou dans les lieux, la musique. Mais juste les entretiens, ça fait à peu près une dizaine d'heures. Et là, tout le reste, ça va faire de Et là, vous avez ramené ça à 62 minutes, si j'ai bien compris. Pour l'instant, c'est 62 minutes, mais... C'est sûr qu'il y a beaucoup d'entretiens qui durent 1h30, puis il nous reste 4 minutes. On a faire des choix difficiles. Des choix difficiles. Oui, c'est ça. Et c'est quoi votre but? Est-ce que vous avez un but dans le minutage? Ben, je suis les conseils de ma monteuse. Oui, moi, je pense qu'un film prend sa durée de lui-même, puis qu'on ne peut pas lui en imposer. Ce genre de film-là, non, je pense pas. Mais, à moins qu'il y ait un diffuseur qui dise tu dois produire un 52 minutes pour que je le passe à la télé, je pense qu'un film doit prendre la durée qu'il doit prendre. Tu dois prendre. Ouais. Mais c'est sûr que j'ai vraiment un souci d'atteindre un public large. Donc, j'ai un souci comme j'ai un souci d'atteindre un public assez large, quand on écoute les versions du montage, on se soucie de est-ce que les gens vont trouver que c'est long ou que le propos, il y a trop de détails, est-ce qu'il y a des allusions à des lieux ou des événements que peu de gens connaissent. Donc, on a vraiment un souci de... Ce souci-là est très important pour moi, pour ce projet. Mais je serais curieuse quand même de connaître ton expérience et tes impressions du travail de montage jusqu'à maintenant. Oui, c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, j'ai tellement appris. Je connaissais pas beaucoup de choses du montage. J'avais rencontré par contact personnel un monteur qui s'appelle René Roberge, qui est un monteur, je pense, assez connu à Montréal, qui travaille beaucoup avec l'ONF et d'autres cinéastes connus. Et c'était plus dans un contexte personnel, mais à la campagne, puis pendant une journée, je l'avais passé en entrevue sur son travail de monteur. Donc il m'avait raconté comment ça se passait pour lui. Puis, donc là, déjà, ça avait été très révélateur pour moi parce que il me racontait à quel point, bon, puis vous êtes bien placé pour le savoir, le monteur, c'est souvent la personne qui crée l'histoire. Le matériel qu'on lui donne peut être très brut, sans fil narratif.
forcément, et lui, souvent, est appelé vraiment à construire une histoire. Et donc, c'est comme un sculpteur, un artiste, puis bien sûr la compétence technique, technologique. Donc, de rencontrer Anne Gabriel, pour moi, ça a été vraiment une belle expérience parce que je lui fais très confiance. Puis il y a des fois des images que moi, j'aurais pas mises, mais qu'elle pense qu'elles ont une valeur. Donc, je lui laisse la liberté de décider d'avoir le dernier mot, finalement. Puis des fois, en même temps, il y a des moments où elle me disait « Non, là, c'est toi qui décides, c'est toi la réalisatrice. » Ça, c'est vraiment dans ton domaine de décision, quoi. Genre, OK, bon, là, c'est... Donc, j'ai appris un peu comment travailler à deux, mais Puis ensuite, l'expérience aussi est positive parce qu'à partir d'un matériel quand même pas toujours de grande qualité, elle a su vraiment tirer le maximum qu'on pouvait en faire. Donc ça, c'était vraiment une chance. Donc oui, j'ai beaucoup apprécié, puis j'espère renouveler dans l'avenir. J'ai beaucoup trop d'idées, peu de temps, peu de moyens, mais j'ai beaucoup d'idées d'autres films. Des fois, je me dis, je vais prendre une vraie année sabbatique, pas une année sabbatique de chercheur où on n'enseigne pas, mais on travaille autant ou plus, mais une année je pourrais vraiment me consacrer à des projets variés que j'ai en tête. La question est tellement de base, mais qu'est-ce que vous trouvez avec le cinéma ou en tout cas le documentaire que vous avez pas autrement dans vos recherches? Ben, c'est la capacité d'avoir un impact beaucoup plus important qu'avec l'écrit scientifique ou même l'écrit. C'est sûr que l'image, c'est une puissance que le texte n'a pas. Ouais. Puis, comme je travaille dans une université, que j'ai des classes d'étudiants de 20 ans qui passent leur vie sur leur téléphone à regarder des vidéos, pour eux, c'est beaucoup plus intéressant un extrait vidéo qu'un prof qui parle. Donc c'est aussi une façon vraiment d'aller chercher, de stimuler l'intérêt, la curiosité, de susciter le dialogue. Donc c'est sûr. Pour moi, de toute façon, ça a toujours été clair, même quand depuis le début de mon travail en recherche. Et comme il y a des auteurs qui font de la littérature, qui vont faire des œuvres sur des sociétés qui ont beaucoup plus de portée et de puissance que tout le travail des sociologues. Je pense à un livre que j'aime beaucoup de Murakami, un auteur japonais, Underground. C'est une espèce de livre ethnographique qui parle de l'attaque au sarin qui a eu lieu dans le métro de Tokyo. Et c'est une ethnographie de la vie urbaine à Tokyo qui est phénoménale. J'ai rien lu d'aussi bon sur la vie urbaine au Japon, mais lui, c'est un auteur littéraire. Donc, il y a plein d'exemples. Donc, ça, pour moi, ça a toujours été clair. Donc, ça apporte beaucoup. Mon autre projet, c'est d'arrêter d'être prof et de venir faire une maîtrise ici. Mais par rapport surtout à la couverture des dynamiques migratoires, j'ai l'impression aussi que les chercheurs qui s'approprient peut-être des médias audiovisuels pour parler de ça d'un point de vue peut-être moins spectacularisant que dans certains médias traditionnels, ça peut aussi peut-être amener une vision plus nuancée aussi dans l'espace public. C'est sûr, c'est très bien dit. C'est sûr qu'on peut faire beaucoup plus. Parce que c'est sûr que c'est un sujet sensationnaliste. Les médias sont preneurs. On est tous un peu pris, hein? Même nous, à la chaire, quand on a fait venir quelqu'un des SOS Méditerranée, on a montré ce reportage qui a été fait sur l'Aquarius. C'est très dramatique. C'est ce qui s'est passé en juin 2018, quand l'Aquarius était en Méditerranée et que l'Italie lui a fermé ses ports et finalement c'est l'Espagne qui a accueilli le navire, mais ils ont navigué pendant plusieurs jours. Donc, c'est traité de façon dramatique, je dirais sensationnaliste. Et je me dis, mais on participe finalement, on reproduit, en organisant cet événement,
Mais en même temps, ça marche tellement bien. On a 150 personnes qui viennent parler des migrations, des dynamiques migratoires, qui sont intéressés. Donc c'est un dilemme. Mais c'est sûr qu'avec le documentaire comme celui-ci, on peut justement apporter une vision plus nuancée, plus étoffée. Puis il y a aussi beaucoup de journalistes qui le font, mais qui sont un peu en porte-à-faux avec les médias qui veulent vendre et leurs propres intérêts aussi d'aller plus loin dans une démarche. Mais je pense que l'avenir, puis c'est comme vous faites à Labdoc ici, c'est la collaboration. C'est de créer plus de ponts entre chercheurs, artistes, cinéastes, monteurs, etc., photographes, journalistes. C'est vraiment l'avenir. Puis bon, votre collègue tout à l'heure a raconté qu'il y avait cette subvention connexion qui ouvrait des possibilités. Je pense que ça, c'est vraiment un bon début. Un bon début. Je peux. Bon, merci beaucoup, tout d'abord. Moi, je pensais à l'importance, donc les félicitations qui vont avec, à l'importance capitale de travailler sur des sujets entourant la migration en Amérique du Nord et au Canada. Parce que, de toute façon, d'un point de vue européen, d'un point de vue de rest of the world, l'Amérique du Nord et le Canada sont dans un bengali, dans un abri particulier où la crise migratoire touche tellement peu et pèse tellement peu et ne coûte presque rien à personne. Pour ceux qui s'y sont engagés dans les accueils, dans l'intégration, évidemment, c'est la mission de vie, c'est précieux, Dieu merci que ça existe. Mais au niveau phylogénétique, la population nord-américaine ne connaît pas, ne sait pas ce que c'est. Vous, dont le travail s'est passé en partie en Europe, et si cela se passe aussi sur d'autres continents, vous avez vu, vous savez de quoi il s'agit, par contre, lorsqu'on a affaire avec les crises migratoires. Donc, d'avoir des chercheurs en Amérique du Nord qui travaillent pour diffuser la connaissance, et au niveau, disons, de la société, et au niveau des médias, et avec des interlocuteurs gouvernementaux, c'est absolument précieux, parce que les discours sur l'immigration au Canada sont pour le moins gênants. Comment ça va être oui, et ça s'empire alors que le besoin de collaboration de par le monde, parce que c'est ça la société, devrait nous porter vraiment ailleurs. Alors vraiment, d'un point de vue méditerranéen, qui est le mien, je trouve toujours beaucoup de gêne ici, alors Dieu merci qu'un travail comme le vôtre existe. Et la question est un peu liée à ça. À quel moment de votre réflexion et de vos travaux parallèles dans la recherche, vous avez pensé d'enregistrer la parole, de garder le point de vue, pas de ceux qui passaient, mais de ceux qui restent, ceux qui restent chez eux? Parce qu'en effet, c'est une contre-parole qui est aussi très intéressante, mais qui nous laisse dans la tranquillité en tant que spectateur. Dans les images que tu as tournées, tout est propre. Il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de puanteur. Ce n'est pas sensationnaliste, tant mieux, ça aide à pouvoir parler avec des gens qui resteraient crispés, possiblement. Mais d'un autre côté, ça reste tellement propre parce que c'est ton point de vue. C'est une chercheure canadienne qui arrive après les faits. Donc, à quel moment tu as pensé que ton contenu devait un peu te ressembler à toi-même? Parce que si tu avais à parler avec quelqu'un, il fallait que tu communiques et que ça n'aurait pas été probablement dans un camp de réfugiés que tu aurais pu de plus prendre ta place en peu de temps parce que ça ne te ressemblait pas. Donc à la fois, c'est un peu un choix confortable, mais c'est le seul peut-être par lequel tu peux rentrer. C'est le seul pour le moment avec la caméra. Parce que dans tous mes projets, c'est la première fois que je parle des non-migrants, non-réfugiés dans mes projets. Tous mes projets sont avec des migrants, donc dans des refuges, dans la rue, au Mexique, au bord du train de marchandises. Et donc, mais dans tous ces projets de recherche, il y a cet enjeu éthique
qui, de par les règles d'éthique et les comités d'éthique qui approuvent nos projets, on est tenu à la confidentialité, à l'anonymat. Donc, on peut enregistrer les témoignages, mais c'est seulement à des fins de recherche. Pour la transcription, pour l'analyse, tout doit être détruit, la voix ne doit jamais être entendue et on ne peut pas prendre de photos. Et c'est très, très difficile d'avoir l'approbation des comités d'éthique pour mettre en image ou en son des populations jugées vulnérables. Parce que les risques que les personnes pourraient encourir sont plus grands que les bénéfices que pourrait apporter la recherche. Donc, ce serait une autre étape pour moi. Parce que oui, en fait, toute ma recherche a été avec des groupes vulnérables et en interaction directe, mais sans caméra. Et là, comment faire? En juillet, en novembre, j'étais en Turquie, dans des quartiers où vivent des réfugiés syriens. C'est très dur, il y a beaucoup de tensions, de violence, de xénophobie, de lynchage. C'est vraiment tendu, mais tout se fait, toute la recherche se fait un peu en catimini, on change toujours de place, on a toujours l'impression d'être sous surveillance. Les migrants qui nous révèlent leur histoire, c'est comme s'ils nous parlaient, ils sont très contents de nous dire ce qui se passe, ils veulent le dire, mais ils ont très peur aussi. Donc on a une responsabilité énorme envers eux quand ils nous livrent ces informations. D'abus, de violence policière, de non-respect des droits. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut utiliser ces matériaux au-delà d'un produit scientifique où tout est anonymisé, on ne peut plus identifier les gens, le lieu, des fois même la nationalité, où il faut vraiment aplanir pour protéger les personnes. Donc, pour un projet avec caméra, pour moi, c'est ce qui était le plus réalisable avec le temps et les moyens que j'avais. Mais c'est sûr qu'il y a des façons de récolter des témoignages, de masquer l'identité, mais il faut que les gens, en tout cas en Turquie, je ne vois pas que ça aurait été même possible, même avec un intermédiaire de grande confiance, c'est trop tendu. Puis pour les chercheurs turcs aussi, c'est hyper tendu. C'est presque interdit de faire de la recherche sur les réfugiés syriens. Ça l'était même formellement interdit. Puis pendant toute une période, là, c'est pas un interdit formel, mais en théorie, ça prend des autorisations presque impossibles à obtenir. Donc on travaille de façon informelle. Et donc, la seule façon, finalement, qu'on pourrait utiliser, c'est de parler à des migrants qui ont eu des expériences passées. Par exemple, un migrant qui a déjà été sans statut pourrait nous raconter son parcours, probablement, révélant son identité, une fois que sa vie est bien sécurisée. Mais on n'aurait pas le vif et le lieu de l'expérience. Je peux poser une question sur la forme du documentaire à venir. Ça commence donc possiblement par ta voice-over qui raconte comment tu t'inscris, mais ces aspects dont tu viens de nous parler, est-ce que, tu pensais les inscrire d'une façon ou de l'autre? Est-ce que tu pensais d'inscrire tes démarches de la recherche à l'intérieur du film qui se forme au montage? Comment? Pas vraiment. On peut y réfléchir. Disons de manière cette idée-là que la voix de la narration de Daniel était plus son processus de recherche, de voyage à elle. C'était des plus intimistes, en fait, presque auto-ethnographique de son voyage, alors que les cartons venaient nous donner des informations plus factuelles. Mais il n'y a pas beaucoup de segments audio. Non, il y en a pas beaucoup. Il y en a encore une petite gêne. Oui, il y en a pas beaucoup. C'est le moins possible. Oui. Donc, non, ça n'est pas trop parti. Mais j'ai pensé que je pourrais faire un article, en fait. Il y a certaines revues de chercheurs qui pourraient être ouvertes où je pourrais raconter, puis dire, bon, on a fait une carte interactive, on a le documentaire, on a les témoignages. Bon, puis après, il y a eu d'autres activités aussi qui se sont succédées. J'ai organisé 2 panels dans des conférences
conférence avec les intervenants, on a revisité ce qui se passe 1 an plus tard, la situation. Donc, je pourrais peut-être raconter tout ce processus avec toutes les approches croisées. Moi, je pense que ça serait vraiment très intéressant aussi. J'ai peut-être en tête, je peux te signaler quelques revues en media studies qui a ces approches très décloisonnées où à la fois c'est un peu de journal de bord, de différentes pratiques d'un chercheur qui inclut aussi de l'audiovisuel. Je peux t'en signaler quelques-unes. Est-ce que tu avais vu passer à propos d'Idomeni le travail de Georges Didier Berman là-dessus, lié à Soulèvement, puis le livre qu'il a publié de poésie aussi? Puis il me semblait aussi que la captation audiovisuelle permet peut-être à la recherche de capter une dimension plus émotionnelle aussi, qu'on n'a pas dans la transcription. Par exemple, si on lit le témoignage de Branislava, quand on entend Branislava nous parler de l'histoire de ce garçon afghan, il y a une dimension là, qu'on perd dans le texte, mais qu'on a dans le... quelle place est-ce que ça peut prendre dans la recherche, l'émotion? Oui, c'est vrai. Il y a tout un pan de recherche en sociologie, notamment en anthropologie, qui s'intéresse justement à l'incorporation des émotions dans la restitution. Je pense que dans l'avenir, je pense un peu à voix haute, mais avec les revues en ligne, multimédia, si on a l'autorisation des participants, on pourrait incorporer des segments audio et pas seulement des transcriptions écrites. Mais c'est sûr que ça prendrait l'autorisation écrite des personnes. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus riche pour toucher les gens qu'un texte, qu'une transcription. Puis, c'est sûr. Puis, c'est quoi en fait les avenues pour la diffusion de ce projet-là? C'est quoi l'avenir en fait de ce projet-là? Parce que là on est en cours de montage, j'ai pas totalement fini non plus de monter. Vont venir les étapes du montage online, le montage son, le mix. Tu as d'autres projets aussi en cours. Oui, ben ça, c'est sûr que c'est pas j'ai pas un plan de match hyper bien tracé, parce que j'apprends au fur et à mesure. C'est mon projet école, on va dire. Mais c'est sûr, par le réseau universitaire, j'espère diffuser, offrir des présentations. Souvent, on est invité comme chercheur à présenter sur nos projets, mais ce serait bien que je puisse plutôt apporter ce projet, ce vidéo, et puis en discuter. À la fois comme exemple de projet à plus grande diffusion et à la fois pour sa valeur thématique. Mais j'ai pas contacté, non. J'attends que ça soit fini pour voir ce qu'on pourrait faire de plus. Mais éventuellement, ça va être sur le site de la chaire, on va voir. C'est financé en partie avec des fonds de la chaire de recherche, là, sous la rubrique activité de rayonnement, et aussi par moi personnellement. Mais oui, c'est ça. Puis j'aimerais peut-être ouvrir une discussion avec les membres et amis, nouveaux amis du LabDoc, en vue peut-être d'une possible collaboration avec le LabDoc. Ce serait quoi tes besoins ou comment est-ce que toi tu vois ça, mais comme aussi les membres, est-ce que ça vous inspire quelque chose, une forme de collaboration ou peut-être pour des projets à venir ou pour terminer celui-ci ou, Moi, je voudrais vous suggérer le LabDoc et d'autres artistes contacter des chercheurs, ou je ne sais pas, vous faire connaître des chercheurs qui peuvent faire une demande de subvention connexion pour travailler ensemble. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs qui seraient intéressés, mais ils sont très démunis. Ils ne savent pas du tout comment s'y prendre. Ils ne savent même pas comment rédiger une demande de subvention pour un projet plus audiovisuel. Ça pourrait faire des équipes plus au-delà de ma propre chaire. Il y a beaucoup de possibilités.
Mais en effet, avec nos ressources humaines, tout de même limitées, les membres, on est 12 personnes. Hein. Oui. Puis actuellement, on travaille sur nos équipes, par mini-équipe, travaille sur 3 projets subventionnés. Celui dont on parlait tout à l'heure, première ligne, un autre sur l'histoire de la psychiatrie et un troisième sur l'industrie alimentaire et l'histoire de l'alimentation à Montréal et par là au Québec. Donc à chaque fois, c'est un lien avec en effet des projets portés par des chercheurs qui viennent de philosophie des sciences ou de sciences politiques, comme c'était le cas tout à l'heure, ou encore d'histoire pour le projet sur l'alimentation, qui ont déjà une partie de travail fait, qui soit de l'ordre de revue de la littérature, de recension, d'études quantitatives, d'études qualitatives, et qui, au moment de penser que faire d'autre avec l'objet, viennent nous voir, montent une demande de subvention qui comprend la partie qui développe un projet audiovisuel interactif. Donc c'est ce que nous faisons un peu, mais si on peut en faire plus, parce qu'on y arrive, parce qu'il y a suffisamment de membres qui peuvent après s'injecter et travailler pour les autres, c'est vraiment une belle idée. Ça, on aimerait beaucoup. Si vous avez besoin qu'on vous lance une piste, si vous avez envie de lancer une piste et que vous voulez connaître de vous aider, on est là. Une question simple, en cours de travail avec tes auxiliaires de recherche et les étudiants que tu encadres, est-ce que par exemple vous avez pensé à faire une recension des œuvres de création, que ce soit installation, film, qui travaillent sur le sujet spécifique, je ne veux dire pas l'immigration en général, mais dans les lieux, dans les temps qui vous concernent. Est-ce que c'est un travail de recension que vous avez fait? Non, mais c'est une super belle idée. Ça, moi, pendant que tu parlais, j'ai commencé à ouvrir un peu les onglets. Alors, il est clair qu'il y a certains titres qui me sont tout d'abord venus tout de suite en tête. Bon, un, c'est l'installation que Chantal Ackerman a produit en fin de carrière, qui s'appelle Now. En fin de carrière, je veux dire, parce qu'elle est morte prématurément. Donc, présentée en 2015 à la Biennale de Venise, s'appelle Now, maintenant. Et c'est une installation multi-écran avec des images plutôt vides de désert et de mer qui évoquent donc des trajets et des reliquaires d'objets. Donc par rapport à ce que tu as filmé dans le musée en Grèce, en effet, c'est évident que le reliquaire d'objets, c'est une image par laquelle tout public rapidement peut s'identifier à une histoire humaine à large échelle, parce que ça a laissé derrière, on comprend bien qu'il y a la vie de quelques personnes collées dessus. Donc il y a ce projet de Chantal Ackerman, il y a tous les films que les documentaristes italiens sont en train de faire en ce moment autour du bassin Sicile, Lampedusa, comme on a invité récemment Jacopo Quadri, qui est l'équivalent de Anne Gabriel sur les projets de Francesco Rosi, donc pour son film qui a gagné l'Ours à Berlin, qui s'appelle Foca Mare, tout particulièrement sur Lampedusa. Il y a en effet dans un des volets de soulèvement de Didier Berman tout le tracé sur l'émigration, donc vraiment, et autour du Domini, donc vraiment dans les productions contemporaines, je suis sûre que les artistes avec des enjeux différents et des contraintes mineures par rapport aux contraintes que toi tu as comme chercheur peuvent adresser de manière directe certains contextes. Je me demandais si en sciences sociales, qui est ton bassin de départ, le fait de regarder les pratiques artistiques peut nous servir comme dialogue, comme pour vous pousser en dehors de votre cadre et puis de façon à ce que vous y reveniez avec un contenu qui est beaucoup plus étoffé, le vôtre qui se base sur de la recherche, et si ça peut être une démarche qui vous intéresse. Puis en ce sens, peut-être là pourrait y avoir une collaboration plus immédiate. Est-ce que au sein du LabDoc, quelqu'un pourrait commencer à faire une recension? Alexis, il y a 2 ans, avait fait une sorte de veille sur les expositions en cours tout simplement à Montréal, dans les différentes galeries d'art, pour voir toutes les œuvres artistiques qui impliquaient de l'image projetée. Et sur le coup, quand chaque séance, il nous ramenait
des trouvailles, la moitié de ces trouvailles avaient à faire avec des confins traversés, métaphoriquement ou de manière documentaire. Et on avait vraiment remarqué, c'est pas scientifique, c'était un coup d'œil sur une année, mais on avait vu que l'image documentaire, pendant ce moment-là, l'année dernière, était vraiment le type d'image en mouvement qui était le plus utilisé par les artistes que l'on exposait. Alors après, ça n'a pas besoin de valider que ce soit all over the world, est-ce que c'est déjà une donnée suffisante pour essayer de voir un réseau de ces images. Alors peut-être là, c'est une piste simple, une veille de la création qui touche des moments, des lieux, des types de statuts de migrants, des types de traversées. Il y a la marche, il y a la mer. Est-ce que ça serait une excellente idée. Ça pourrait être, oui, sur l'Amérique du Nord aussi, parce que c'est sur l'Europe qui est vraiment beaucoup. C'est une belle idée. La musique, comme elle t'intéresse aussi, personnellement, c'est en effet aussi une filière qui peut être très belle et fédérer aussi un type d'accès par les émotions différentes, écouter des musiciens d'ailleurs qui jouent dans un ailleurs parce qu'ils s'y sont déplacés, puis que par la musique reconnectent avec leur terre, tradition. Ça peut... Il y a la tradition de l'ethnomusicologie, après le max, on va dire, avec les enregistrements des musiques rootgrass de l'Amérique. Est-ce qu'un projet semblable aujourd'hui, mais avec les musiques d'ailleurs, quand les musiques d'ailleurs prennent place dans un lieu, pourrait aussi... ce sont des choses auxquelles j'ai pensé regardant ton objet, les choses que tu disais. Oui, c'est un travail merveilleux. Merci. Merci, c'est trop gentil. Ça faisait penser en lien avec ce que Viva disait. Je pense qu'il y a beaucoup de problématiques liées à la recherche un peu plus classique en sciences humaines et sociales qui peuvent être déliées en passant par la création, que ce soit de la recherche-création ou des approches performatives. Après, ça suppose d'avoir des comités éthiques plus ouverts à ces nouvelles façons de faire-là. Mais en tout cas, si vous avez envie d'ouvrir la discussion là-dessus, je trouvais qu'un bon exemple, Michel, dans votre projet, d'une façon créative, quand vous avez décidé de couvrir les visages des gens dans Chemin Roxham par les tissus qui venaient d'Europe, c'était super puissant. Puis à mon sens, c'est vraiment une belle piste de solution qui était adaptée à votre contexte, mais pour détourner ce genre de choses-là et rendre quelque chose possible qui n'aurait pas été autrement. Je ne sais pas si vous aviez envie de rajouter quelque chose là-dessus. Non, absolument. Je trouve qu'il y avait... C'est un thème qu'on soit chercheur ou simple être humain. Moi, avant d'être photographe, j'ai travaillé en recherche un peu à la maîtrise. Ensuite, j'ai été dans le milieu humanitaire. Déjà, en arrivant, je savais que c'était des enjeux. C'est pas même pas d'un point de vue, c'est presque d'un point de vue éthique et moral, normal. Et je pense que même si quelqu'un, on a déjà discuté avec Sarah aussi, même si quelqu'un nous donne l'autorisation d'emblée d'utiliser son image, on se sent toujours mal parce qu'on ne sait pas s'il est pleinement conscient, ce qu'il attend un peu plus loin. Donc, ça reste les mêmes enjeux pour tous. Ouais. L'enjeu est vraiment posé d'une façon différente chez les médias parce que nous, on demande le plus possible d'avoir le visage, le plus possible d'avoir le vrai nom, même si on sait que c'est pas toujours dans le meilleur intérêt de la personne. Nos rédacteurs en chef, nos patrons vont nous demander. Puis donc la décision de recouvrir les personnes et les visages, je pense que parmi certains collègues journalistes, elle a été remise en cause, remise en doute. Moi, j'avais je sais pas si c'était terminé, j'avais une question vraiment plus pratique. Merci, c'était super intéressant. Je pense pas qu'il faut avoir honte d'une caméra qui bouge et tout ça, parce que la démarche est tellement à l'inverse de plusieurs productions qui sont que esthétisantes ou que sensationnalistes et qui ont une très belle recherche d'une image presque... on va mettre des filtres pour que l'image soit encore plus dramatique, alors que vous partez vraiment du contenu, ce qui est, à mon sens, très important en ce moment. Est-ce que
comme vous l'avez dit, on devient vite de témoin à acteur, même comme journaliste, quand on écrit sur des demandeurs d'asile. On sait que nos textes vont être utilisés en commission et donc on devient automatiquement des acteurs. C'est difficile de ne pas avoir une conscience de soi-même tellement élevée qu'on ne fait plus notre travail pour notre lecteur. Est-ce que vous avez fait face à des acteurs qui avaient été criminalisés? Parce qu'on dit beaucoup que c'est l'année de la criminalisation des acteurs, comme avec l'Aquarius. D'une part, puis d'autre part, quel est le devoir de vérification? Moi, une des choses qui me mine à long terme, quand on prend des gens qui sont que sur la route et qu'on raconte leur histoire, on n'a aucune façon de vérifier leur histoire. Leur histoire a beau fonctionner dans un cadre, a beau rappeler l'histoire, des histoires antérieures ou des histoires plausibles ou possibles, si on ne peut pas vérifier leur histoire, comment on la raconte? Est-ce qu'on n'a pas aussi le devoir de dire qu'on n'a pas vérifié l'histoire? Sans dire que les gens sont des menteurs, mais en disant ils racontent aussi leur histoire parce qu'ils connaissent les critères. Oui, je pense que cette question, elle se pose beaucoup pour les journalistes. Et je pense qu'elle se pose moins pour les chercheurs universitaires. D'abord, les gens... d'abord, une raison très simple. Les gens savent qu'on ne va pas utiliser leur nom. On n'a pas le droit, nous, mais on est à l'autre extrême. On n'a pas le droit d'utiliser leur nom, même si les gens revendiquent qu'on utilise leur vrai nom. Je vous livre mon histoire, je veux que les gens sachent qui je suis. C'est pas autorisé. C'est très difficile. Peut-être les historiens qui vont travailler sur une histoire de vie pour faire un livre, ou c'est presque une biographie, eux ont le droit, mais à part ça. Donc, ça m'est arrivé sur le terrain au Mexique, quand on travaillait avec les migrants d'Amérique centrale, des migrants non documentés, qui sont en train de traverser le Mexique, comme on a vu beaucoup dans les médias récemment. Et on est tombé sur quelques personnes qui nous ont été présentées par des ONG qui, eux, avaient déjà parlé à beaucoup de journalistes. C'était comme des champions de l'histoire. Voilà. Et on sentait que l'histoire était bien menée, bien maîtrisée, qu'il y avait tout un entraînement avec des effets dramatiques. Et ça m'était jamais arrivé comme chercheur de rencontrer ce genre de personnes. Et ça m'a beaucoup... ça nous a... En fait, mon collègue et moi, on a complètement, à ce moment-là, on a dit, on change un peu, on réoriente le projet. Bon, puis on s'est adapté parce qu'on ne pouvait pas continuer à recueillir ce genre d'histoire. Mais c'était la première fois, tous mes autres projets, c'est que ce n'étaient pas des sujets médiatisés ou qui intéressaient les journalistes. Donc il n'y avait pas ce désir de représenter une certaine histoire, d'une part. D'autre part, c'est une question épistémologique aussi. Et dans un paradigme de recherche qualitative, on essaie de se distancier d'une approche positiviste, de recherche de vérité. Et on reconnaît que la représentation de soi, c'est ce qu'on peut atteindre et c'est ce qu'on ne remet pas en question. Le récit que la personne veut nous présenter, c'est son récit, c'est sa représentation d'elle-même à ce moment-ci, devant moi, qui est une personne d'un pays du Nord, femme blanche. Et peut-être avec souvent, vous êtes toujours un ou des collègues de la région, il y a toute une co-construction du sens et des données. Et c'est ce qu'on a pour travailler. Et donc, on va pas parler de vérification du récit, on va plutôt parler de la validité. Elle vient de ce désir de représentation de la personne. Et c'est le matériel qu'on a pour travailler. Donc, on est complètement dans une autre approche à ce niveau-là. Parce que si on ne peut pas remettre en question le contenu des récits en recherche qualitative. Sinon, on va s'inscrire dans un paradigme très positiviste qui sous-tend qu'il existe une vérité en dehors de toute autre version. Une vérité objective. Alors que si on part d'une épistémologie qui dit qu'il n'y a que des vérités subjectives, parce que tout le monde peut vivre un événement, même événement de la même façon, comme on va percevoir le même objet. Il y a des Rashomon, c'est un film super là-dessus, sur la perception de l'événement.
que je montre souvent dans mes cours d'analyse qualitative. Et aussi le film Kitchen Stories, qui est un super film où on parlait de remettre en cause justement cette approche positiviste. Donc j'utilise un peu le cinéma dans mes cours de méthode. Donc c'est un autre débat. Et c'est super intéressant parce qu'on n'est pas soumis aux mêmes contraintes du tout. Et puis, pour revenir à la première question, est-ce que vous avez rencontré des acteurs qui ont été criminalisés ou qui ont été criminalisés depuis que vous les avez rencontrés? En Hongrie, par exemple, Prém, l'université centrale de Budapest, de Eastern Europe University, ECU, doit déménager à Vienne parce qu'elle est fermée par Orban. Et donc, ils vont fermer. Donc, beaucoup des chercheurs en plus, le travail des ONG avec des migrants est maintenant interdit et criminalisé. Donc, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans le film, avec qui j'ai parlé de façon plus informelle, qui ont cessé leurs activités. J'ai pas vu de personnes criminalisées, mais on a vu beaucoup de personnes qui ont cessé leurs activités. Et la même chose se passe aussi en Turquie, où j'ai un projet de recherche. Et là, beaucoup d'ONG, des intervenants avec lesquels on a parlé en 2016, qui sont plus du tout se sont retirés complètement. Les organisations ont été fermées par décret présidentiel dans les 2 dernières années. Donc, c'est ça. J'ai pas vu de personnes en prison ou poursuivies en justice, mais on sait qu'il y en a de plus en plus en Europe. Là, vous avez plusieurs projets en cours, mais qu'en est-il de la situation au Venezuela? Parce qu'on parlait dernièrement dans les médias qu'il s'agit de la plus grave crise migratoire au monde. Je pense que c'est près de 6 millions de déplacés. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire là, d'après vous? C'est sûr, j'ai un étudiant doctoral qui veut faire un postdoctoral là-dessus. Il commence à y avoir des étudiants. C'est sûr que c'est un grand sujet. Les conséquences aussi. Oui. Les dommages collatéraux, puis également l'impact que ça a sur la Colombie également, qui accueille ces migrants. D'autres pays voisins aussi. C'est pas un pays très riche, la Colombie. Il y a beaucoup de difficultés. Non, il y a beaucoup de pays concernés, l'Équateur, les Vénézuéliens sont partout. C'est sûr que ça serait un beau sujet. Je ne sais pas si vous y avez pensé. Oui, on y a tous pensé, oui. Oui, c'est une question d'opportunité, de financement, de capacité. Oui, et de rôle aussi, de savoir quel est le bon projet pour nous, pour les autres, et lequel on peut vraiment porter. Je trouve que ça prend souvent une histoire personnelle, une connexion très forte au projet, de pouvoir le porter à travers vents et marées, quand le financement ne va pas toujours bien ou quand le montage ne va pas toujours bien. C'est ça qui nous les fait porter, c'est ça qui donne la résonance au projet. Alors c'est sûr, moi j'aurais aimé la catapulter à la frontière mexicaine ou à la frontière Colombie-Venezuela, mais pourquoi moi? Là, quand j'ai fait la crise, le mouvement migratoire en Europe, j'étais là par coïncidence historique. C'était presque un bon mythe fondateur pour le projet. Donc je l'ai fait, mais c'est à qui et pourquoi. Et puis moi j'aime beaucoup ce que tu disais de travailler avec les chercheurs locaux. Aujourd'hui en 2018, c'est tellement essentiel. En journalisme, en recherche. Puis qu'ils soient inclus aussi dans la présentation du projet, parce que les journalistes ont l'habitude de travailler beaucoup avec des fixeurs, donc des gens qui vont séparer les rencontres. Nous, on ne travaille pas tellement avec des fixeurs par manque de moyens. Mais puis souvent, ces gens-là n'ont même pas leur nom dans la production finale. Mais oui, la Colombie aussi pour la route continentale qui s'est ouverte. Là, maintenant, ça a diminué, mais les première vague de demandeurs d'asile haïtiens qui arrivaient, il y en avait plusieurs qui étaient partis du Brésil, puis qui avaient suivi cette voie continentale. Il y a un très bon documentaire produit par une petite boîte, mais acheté par Martin Avila, qui est un caméraman de radio. Martin Avila? Oui. Qui est journaliste à Radio-Canada. Donc, il a produit le documentaire, puis ensuite il l'a vendu à des diffuseurs. Vous l'avez vu? Donc, c'est ça, faut le voir. Pardon, c'est quoi, je pense? Ça s'appelle? Mais à peu près. C'est une équipe canadienne, européenne qui avait suivi des groupes de migrants qui sont arrivés au Brésil et tout leur parcours jusqu'au chemin Roxane. Ah, d'accord, donc à partir du Brésil. C'est ça, la voie continentale qui passe par la Colombie. Puis quand
la jeune femme de Serbie parlait, puis elle disait à quel point, je pense que c'était peut-être le commentaire d'une société en guerre, c'est en fait que ça peut, est plus consciente que ça peut leur arriver, et donc accueille, puis c'est beaucoup des reportages en ce sens-là qui sont parvenus à propos de la Colombie. Je pense pas que ça se passe toujours bien. Alors, j'ai rencontré un jeune fixeur syrien à Beyrouth. Ah oui. Qui est maintenant non documenté à Beyrouth, mais il a travaillé pendant 3 ans à ouvrir les terrains pour les journalistes des pays d'Europe du Nord. Et il a dû fuir la Syrie, mais maintenant le Financial Times le fait travailler à Beyrouth, mais il est non documenté, utilisé. Parce qu'il doit faire des reportages sur le Hezbollah. Après, c'est lui qui est menacé de mort. Et c'est publié dans le Financial Times. Et ils ne veulent pas l'aider à régulariser son statut. Puis, j'aimerais raconter son histoire. Puis, je suis toujours en contact WhatsApp avec lui depuis 2 ans. Puis, je vois tous les hauts et les bas de son histoire, tous les moments. C'est comme un bon résumé de beaucoup d'inégalités dans la couverture médiatique des événements. Anna Doc, là-dessus, grâce à ce travail, par ailleurs financé aussi par une chaire de recherche du Canada, est-ce que vous, dans le cadre de certaines rencontres, vous pouvez vous faire, ou ça vous est arrivé de vous faire porte-parole auprès d'Immigration Canada pour des cas spécifiques, on va dire par exemple le cas dont vous parlez, exploité aux US, mais... des dossiers individuels, comme on peut si ça vous est arrivé, aller auprès des députés pour avoir des autorisations ministérielles. Parfois, par l'intermédiaire d'ONG locales, il m'est arrivé de participer à certains dossiers. Des fois aussi des dossiers juridiques à la Cour où on veut un expert, par exemple, sur les travailleurs migrants temporaires au Canada. J'ai travaillé là-dessus, en Ontario, au Québec, travailleurs agricoles, aussi, ça va tourner ici. Donc, parfois, on fait appel à nous. Puis récemment, j'ai témoigné devant une commission parlementaire justement sur les travailleurs temporaires. Sur les permis fermés. C'était vraiment intéressant. Les députés avaient beaucoup de bonnes questions. C'était vraiment intéressant comme expérience. Merci beaucoup. Karine, tu avais une question? C'est moins une question que pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à peut-être l'importance de l'engagement personnel dans un travail. Puis c'était juste pour revenir à vous sembliez un peu aimé à l'idée de votre voix qui raconte, qui met en perspective votre travail. Je pense que c'est super important parce que ça permet même, comme spectateur, de s'engager, comme vous engagez dans. Puis je pense que vous avez fait ce voyage-là en lien avec vos recherches, mais pour être plus près peut-être de quelque chose. Je pense que c'est super important de le mettre en avant. Moi, je suis d'une cohorte, on va dire, de chercheurs en sciences sociales qui est habituée d'être dans l'ombre, qui ne se met pas beaucoup dans la recherche, même si on reconnaît que d'un point de vue méthodologique, on a un impact très important. Vous dites, mais bon, vous avez appris, excusez-moi, vous dites que vous avez appris, que vous avez demandé aux gens que vous avez rencontrés leur point de vue personnel, donc c'est ça, je trouvais ça pertinent. Oui, non, mais je pense que c'est un pas à faire que j'ai commencé à faire. Disons qu'avant, quand je dis des livres d'anthropologues, puis là, pendant 5 pages, ils me parlent de « Oh, j'étais là, j'ai vu ça », je me dis « Bon, c'est bon, là, qu'est-ce qui se passe après, c'est quoi le sujet ?» Donc, il faut trouver un équilibre, parce qu'il y en a aussi qui, je trouve, ça devient trop une mise en scène d'eux-mêmes. Et, je trouve que mon rôle, c'est de donner la parole, c'est documenter. Mais je ne peux pas nier l'influence de ma présence et le projet personnel que ça soit. Moi, je me donne la remarque de la fin du point de vue du cinéma documentaire, quand même, élément sur lequel l'idée de bâtir le LabDoc a commencé. Disons que la leçon
de la modernité documentaire au cinéma, c'est justement le compromis entre ces choses que tu viens d'évoquer, hein, la présence exubérante de l'anthropologue, très souvent dans des générations précédentes, issues des classes très aisées, voilà. Mais ça, c'est le paradigme un peu ancien. Hein. Donc le mélange entre ce paradigme et puis celui du détachement des histoires plus en sciences sociales, en cinéma documentaire, un peu comme Karine faisait remarquer, l'inscription du jeu de celui qui fait l'expérience de la réalité, dont il essaye tant bien que mal de laisser des traces, et pendant qu'il laisse des traces de son expérience du réel, et qu'il comprend lui-même le réel dans lequel il est, peut-être il peut le faire comprendre à ceux qui regardent, et donc que la manière dans laquelle le jeu créateur se met en scène n'est pas tant une présence égocentrique, mais plutôt la présence d'un labeur, d'une tentative de comprendre une condition qui n'est jamais comprise d'un coup et de manière unitaire. Enfin, pour comprendre, justement, on se déplace, on change d'interlocuteur, on change de point de vue, et tout ce processus du jeu qui s'est mis en question, en train de comprendre, est un peu vraiment la grande leçon du cinéma documentaire, disons, de l'après-guerre. Et dans des démarches comme ça qui relèvent plus de la recherche-création, c'est un cas, même si ce n'est pas dans les barèmes de ce que nous considérons la recherche-création, ça n'est un autre volet. Je trouve aussi que la personne du chercheur est fondamentale pour créer aussi de l'empathie avec celui qui écoute, parce que par ailleurs, que vous, professeur à l'Université Laval, dans la paisible ville de Québec, vous entreprenez ce voyage, même si c'est avec des billets achetés sur des trains réguliers, et c'est pas à pied, mais c'est quand même extraordinaire. Alors, de passer, oui, il y a plus extrême, mais c'est déjà quelque chose à laquelle votre spectateur, probablement dans un café en Amérique du Nord, peut tout d'abord s'identifier, puis essayer de comprendre par quel fragment vous voulez comprendre la grande histoire. Donc, le cinéma documentaire nous l'enseigne, qu'on passe par le jeu pour essayer d'entrer dans l'histoire des autres. Alors, n'ayez pas peur de ça. Pour ceux qui ne sont pas déjà membres du LabDoc, si vous voulez nous suivre, vous m'écrivez, mon nom est court et simple, Viva Paci. Vous m'écrivez, puis vous me faites part de vos besoins. Si vous voulez être tenu au courant, je vous mets dans une mailing list. Si vous voulez devenir membre, vous vous engagez coréen une fois par mois et plus, mais faites-moi part de ces desiderata pour l'avenir, comme ça je ne vous oublie pas dans la diffusion des prochaines informations. Merci. Merci. Vous découvrez l'importance d'une monteuse.